qu'il était enfin temps de reprendre le pouvoir sur ton argent. Que ce soit au boulot ou à la maison, en tant que nana, on peut galérer à être payé à sa juste valeur, à s'assurer de prendre les bonnes décisions financières. Et aujourd'hui, je reçois comme invité les autrices de ce super bouquin Aux thunes citoyennes qui vont vous aider et vous accompagner à aller mériter et chercher votre juste valeur. Donc, j'ai nommé INSAF et... Alors, INSAF est déjà arrivé. Une invitation à Héloïse. Alors, désolée. Coucou INSAF, comment tu vas? Est-ce que vous voyez bien? Oui, ouais, là c'est mieux cadré. Et puis mais je pense qu'on va devoir réajuster parce qu'il y a Héloïse qui va nous rejoindre aussi. Bienvenue, je suis trop contente de On te a une voir. petite invitée surprise parce qu'il n'a pas voulu s'endormir. Oh, Hein, trop choupette. Coucou toi. Elle va apprendre à négocier son salaire, elle aussi. C'est ça, exactement. Le point levé, ça m'a fait trop triper à chaque fois ces photos. Alors attends, je vais voir si Héloïse est arrivée. Oui, elle est arrivée. On va attendre que Insta daigne. Hello tout le monde, bienvenue pour ce live qui va être d'anthologie. Ah, coucou, salut Héloïse. Salut. Comment tu vas? Ça va, ouais? Oui, Coucou INSAF. Salut Héloïse, ça va? Bonjour à toutes et à tous, ça va? Ouais, super, super. Je pense qu'il y aura Ça va, beaucoup de super. toutes ce soir. Ouais. Mais... Hello tout le monde, bienvenue. On est là aujourd'hui donc avec INSAF et Héloïse. On va parler entre autres de leur nouveau bouquin Aux thunes citoyennes. Je suis trop contente. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Juste pour rappeler la thématique du live, c'est qu'elles ont écrit un livre qui est censé nous aider à prendre les clés de la caisse. Et du coup, on va leur demander des tips un peu plus particuliers pour gérer notre patrimoine, notre argent, aussi bien au boulot qu'à la maison. Et du coup, c'est la promesse de leur bouquin et c'est aussi ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui à travers mes petites questions. Donc, dans le chat, je sens que vous êtes chaud. N'hésitez pas à envoyer du love pour ce live. Donc, juste, je vous les présente rapidement. On a Héloïse, la fondatrice d'Oseille et compagnie. Donc, qui dirige une société de conseil financier à destination des particuliers, donc pour les aider à gérer leur patrimoine, leur argent, mais aussi qui fait des ateliers en gestion de finances personnelles pour nous donner plein de tips là-dessus. Dis-moi Héloïse, est-ce que je t'ai bien présenté? Est-ce que tu as des petites choses à ajouter? Nickel, rien à dire. Oh, génial. Super. Et de notre côté, on a INSAF aussi. Ça va? On a INSAF, donc, qui est la fondatrice de Ma Juste Valeur, qui accompagne les salariés et plus particulièrement les femmes à aller négocier leur juste valeur. Tu as un programme de formation aussi pour apprendre à négocier son salaire. Tu as un super podcast que vous devez absolument toutes aller écouter pour avoir plein de tips sur la négociation salariale. Je crois que tu es avocate aussi. De formation, ouais, mais là, je suis plutôt directrice juridique. D'accord, directrice juridique en parallèle. Donc, merci beaucoup, INSAF, de venir nous partager tes conseils. Merci à toi pour l'invitation. Merci pour ta patience et ta tolérance vis-à-vis des petits qui ne veulent pas dormir. Mais non, ils viennent apprendre. Elle ne va pas nous courir le live. Mais non, ça va être nickel. Elle vient apprendre dès le plus jeune âge les bons tips. Donc, elle ne se fera pas avoir comme certaines d'entre nous ont pu se faire avoir au début. Et elle arrive avec le point levé, évidemment. C'est ça, exactement. Comme toutes les citoyennes ici. Alors, bienvenue à toutes. L'objet et la thématique du live aujourd'hui, c'est de parler, donc je répète pour ceux qui nous ont rejoints en cours, c'est de parler du livre Aux thunes citoyennes de Héloïse et INSAF. Yes, on a tous notre exemplaire. Restez bien jusqu'à la fin parce qu'on va annoncer un petit jeu concours pour vous permettre de faire gagner votre exemplaire. Donc, n'hésitez pas à nous dire. Donc voilà, et à côté de ça, on va pouvoir démarrer et je ne sais pas si vous avez un petit mot pour commencer les filles ou si on enchaîne direct avec mes questions. Héloïse? Non, je suis super contente d'être là et merci à toi d'avoir organisé ça. Génial. Moi aussi. Et alors, si vous avez des questions, on va avoir un échange
assez donc du coup à bâton rompu, mais n'hésitez pas du coup à mettre vos commentaires dans le chat. Mais si vous avez vraiment des questions pour lesquelles vous voulez être sûr d'avoir une réponse, vous avez la petite icône avec un point d'interrogation que vous pouvez utiliser pour mettre vos questions, et on a un petit temps d'échange et de questions-réponses à la fin pour répondre à vos questions. Donc, on est parti. Je commence par toi, Héloïse. Donc, ce bouquin, il a pour but justement de nous apprendre à mieux gérer notre argent, que ce soit pour aller le chercher et gagner une somme à sa juste valeur, mais aussi après, une fois qu'on l'a dans les poches, de bien l'utiliser, de bien le gérer. Est-ce qu'il y a vraiment eu, toi, un moment dans ta vie personnelle qui a fait que tu as commencé à avoir cet intérêt pour les finances personnelles? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a motivé à te dire bon, faut vraiment que les nanas elles se mettent le nez dans leur argent et qu'elles gèrent un peu mieux tout ça? Alors, à titre perso, moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que un de mes premiers jobs, complètement par accident, c'était quand j'étais journaliste dans la presse économique, c'était de m'occuper des pages d'un grand mensuel économique sur l'argent. Et moi, j'avais dit je veux bosser dans la presse économique, etc. Mais je ne connaissais absolument rien au placement financier. J'avais pas idée de ce que c'était qu'un contrat d'assurance vie, de comment on négociait un crédit immobilier. Enfin, moi, j'étais totalement ignare. Mais par la force des choses, j'ai dû quand même me former. J'étais encadrée par des gens qui m'ont aidée, qui m'ont dit des personnes à appeler. Enfin bon, bref, t'es jamais tout seul comme ça quand tu démarres. Et donc je me suis formée très très vite à ces questions-là, mais encore une fois, totalement par hasard en fait, et par chance, parce que ça a coïncidé aussi avec mes premiers salaires. Et donc, assez vite, alors j'avais pas d'argent pour investir en bourse, vu le timing, heureusement pour moi à ce moment-là. Mais en fait, assez vite, je me suis dit, bon, voilà, j'ai un CDI, j'ai déjà mis un peu d'argent de côté. Parce que les premiers mois, j'avais cumulé plusieurs jobs et donc j'avais pas mal de sous de côté, je vais m'acheter un appart. Enfin voilà, ça a commencé comme ça. Et finalement, je me suis dit, bon, c'est pas si sorcier, j'ai à peu près compris. Et surtout, je me suis rendu compte que très vite, qu'en ayant cette compétence-là, j'étais extrêmement sollicitée par mon entourage, qui était pétri de questions et d'angoisses et de ah, ma banque me propose ça, mais j'y connais rien, j'ai pas confiance, je sais pas, j'ai peur. Ou alors mon beau-frère m'a dit que ça c'était un bon plan, etc. Et je me suis rendu compte très vite de la du désert que ça pouvait être pour certaines personnes et de la source d'angoisse que ça pouvait être. Donc voilà, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à creuser de ce côté-là. Et par la suite, moi, au début, je me vivais pas comme très spécialiste. Sauf qu'en fait, assez vite, j'ai vu qu'il y avait beaucoup, beaucoup de femmes qui lâchaient beaucoup plus le terrain financier que les hommes. Et donc, voilà, c'est quelque chose dont j'avais conscience depuis longtemps et je trouve ça plus sécurisant quand les femmes s'occupent de leur argent au lieu de déléguer. Voilà. Ça marche. Merci beaucoup, Héloïse, pour ce témoignage. Donc, en fait, toi, tu es un peu tombée dans le chaudron dès le départ. Donc, tu as eu la chance. Moi, par hasard. Ouais, c'est marrant. Moi, j'ai pas du tout eu cette expérience. J'ai commencé à bosser très tôt, mais j'ai commencé aussi à dépenser très vite. Ce qui fait que dans mes premières années de boulot, j'ai eu plein de découvertes dans tous les sens. Et à un moment, j'ai vu les frais et les agios bancaires que je payais. Et j'ai coupé ma carte et j'ai demandé une électron. Et après, j'ai repris un peu le contrôle de mon budget. Super réflexe. Ça. Donc, n'hésitez pas à nous dire, vous, dans le chat, comment ça a été un petit peu votre arrivée dans le monde du travail. Est-ce que ça a été compliqué? Est-ce que vous avez eu un déclic? Ou est-ce que tout de suite, vous étiez plutôt bon gestionnaire? Ou est-ce que, comme Héloïse, vous avez eu la chance de tomber sur des personnes qui ont pu vous guider sur le chemin de maîtriser ses finances personnelles? Du coup, à toi, Insaf, est-ce que, par contre, sur la négociation salariale, même si on gère bien son budget, parfois, on n'est peut-être pas forcément très fort pour négocier son salaire, rentrer à la juste valeur sur le monde du travail. Est-ce que toi, tu as eu un moment décisif dans ta carrière? Parce que maintenant, tu es une négociatrice hors pair, donc on a un peu l'impression que ça a toujours été le cas. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu as réalisé qu'il y avait un problème avec ta rémunération? Est-ce que tu peux nous partager une expérience à ce sujet? Bien sûr. Moi, je peux partager l'expérience que les gens qui me suivent un peu connaissent. Hein. C'est mon expérience d'inégalité salariale. Vous m'entendez bien? Oui, on t'entend Super. plutôt bien, ça va.
En fait, moi, je suis arrivée sur le marché du travail et je pense comme toutes les femmes de ma génération, c'est-à-dire, je suis arrivée en me disant, bah voilà, l'entreprise, au final, c'est le prolongement de l'école. Je vais travailler bien et, et à l'école, quand tu travailles bien, bah, tu as des bonnes notes. Et bah, le prolongement, c'est de se dire, bah, si je travaille bien au bureau, bah, j'aurai une bonne rémunération. En tout cas, je serai en pole position pour les promotions, pour, dans les avancements professionnels, je serai privilégiée, etc. Tu penses vraiment qu'il y a une certaine équité dans la reconnaissance de ton travail. Et du coup, bon, bah, les premières années, j'ai pas fait grand-chose. Hein. J'ai jamais négocié mon salaire. Mm. Je suis arrivée sur le marché, et j'en parle dans le bouquin d'ailleurs. Quand je suis arrivée, j'ai passé des entretiens. Franchement, je pense que j'ai dû passer 7 ou 8 entretiens pour qu'à la fin, on me dise ton salaire, c'est tant. Alors, on a tout décortiqué. On a décortiqué mon CV, mes expériences. On m'a fait passer des tests de personnalité. Je me rappelle, il y avait même un espèce de truc qui était un test psychologique où tu étais obligé de dire un petit peu des choses par rapport à des couleurs. Donc franchement, on a tout décortiqué chez moi. Mais moi, en fait, mais à aucun moment, on m'a dit, bon, maintenant, on parle de ta rémunération. Et Ouais. on me l'a imposé. Et quelque part, on me l'a imposé, mais je l'ai Mm. accepté, si tu veux. À aucun moment, moi non plus, j'en ai parlé. Et puis, je pensais que c'était la norme, que c'était comme ça que ça se passait et que de toute façon, comme j'étais une jeune fille bien élevée, il fallait pas que je parle de ça parce que ça se faisait pas. Et puis, très rapidement, je pense que de la première, ouais, la deuxième, je dirais, la deuxième période d'avancement Mm. professionnel, et ben, j'ai commencé à discuter de ça. Tout le monde avait reçu son bonus. Et donc, moi, j'en ai discuté avec mon collègue au détour de la machine à café, un peu comme on pourrait tous faire, hein, en mode, ah, bah, toi, tu as eu combien cette année, etc. Et en fait, ça a été formidable que j'en parle avec lui. Et comme quoi, j'invite tout le monde vraiment à toujours, vraiment, soyez Oser. transparent sur votre salaire. Parlez-en, ne pensez pas, enfin voilà, n'adhérez pas à cette omerta du silence sur la rémunération. Donc moi j'en ai parlé, mais vraiment en mode c'est caché, on se fait des confidences, confidences devant la machine à café. Et là, je m'aperçois que lui, il est payé 5 000 € de brut par an de plus que moi. Ouais. Et, Ouais, c'est et presque 500 € par mois, voilà, quoi. C'est énorme. Mm. d'autant plus que tu vois, j'aurais pu le comprendre s'il avait fait une école prestigieuse, parce que c'est comme ça qu'on te présente les choses hein, pour justifier les inégalités salariales d'entrée de jeu. Quand tu débutes ta carrière, on te dit bon, bah voilà, les grilles de salaire, c'est en fonction de l'école que tu as fait, de ton diplôme, du fait que tu parles une langue ou 3 langues, etc. Là, c'était complètement incohérent parce que sur le papier, j'étais censée être plus payée que Mm. lui. Parce que moi, j'avais fait des études prestigieuses, je suis partie à Hong Kong, aux États-Unis, je parlais 3 langues de manière complètement bilingue. Et en plus, en pratique, je travaillais plus que lui. Donc, Ouais. si tu veux, j'ai pas du tout compris. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, ouais, mais en fait, une femme, c'était la seule idiote du village à pas avoir négocié ta rémunération. Parce que, évidemment, je suis partie en parler. Mm. Et là, mon boss me dit, écoute, Insaf, limite, c'est ta faute, Mm. quoi. T'as pas négocié ta REM, t'as pas négocié ta REM. Donc moi, je suis un peu partie en vrille. Clairement, à ce moment-là, je suis montée en pression et je me suis dit, mais attends, c'est vraiment pas du tout normal. Et au départ, ben, tu passes toutes les phases du deuil, quoi. Au départ, tu dis que c'est ta faute, tu culpabilises, puis après, tu en veux à ton manager, tu en veux à l'entreprise, etc. Mm. Puis tu redescends et tu dis, OK, quel est le problème? C'est que j'ai pas négocié ma rémunération. Comment je peux négocier ma rémunération? Et là, je me suis rendu compte, si tu veux, un peu du poteau rose, Awa, Mm. qu'à l'école, en fait, on t'apprend plein de trucs. On t'apprend, mais plein de trucs à l'école. Ouais. Par contre, on t'apprend jamais à gagner ta vie. Ça, c'est pas possible. On Mm. t'apprend pas comment aller découvrir la valeur de ton profil sur le marché, quel est le prix de tes compétences, ce savoir-faire-là, comment tu peux le valoriser, comment tu peux te mettre en avant par rapport à ton employeur pour lui prouver que tu mérites une meilleure rémunération. Parce que de fait, ta contribution, ça sera supérieure, etc. Et du coup, je me suis dit, mais INSAF, il y a un vrai vide. Parce que les femmes, nous, ben, on a les qualités de nos défauts, les défauts de nos qualités. Et en vrai, ben, quand on découvre qu'on n'est pas rémunéré à notre juste valeur, on s'énerve et ça part dans l'émotion. Mm. Et du coup, en fait, on se tire une balle dans le pied. Et je me suis dit, il faut vraiment, on est d'accord, hein. Je me suis dit, C'est il faut ça. vraiment absolument mettre en place une méthode factuelle, rationnelle, qui te permet de découvrir la valeur de ton profil sur le marché. De la même manière que quand tu vends un appartement, tu sais combien il coûte et combien tu peux le vendre. Et puis aussi, voilà, essayer de parler le langage de l'entreprise parce qu'en réalité,
nous, on ne nous apprend pas à parler le langage de l'entreprise. Le monde de l'entreprise, c'est comme un pays étranger. Mm. Donc, si tu ne parles pas dans un langage qui peut être audible, eh ben, tu peux demander autant que tu veux, tu n'obtiendras pas. Donc, c'est Ouais, comme ça que j'ai mis en place la méthode ma juste valeur. Mais bon, on en parlera après. Là, ça je vais marche. laisser Héloïse un peu parler parce que sinon, je vais tout monopoliser comme tu bavardes. Ça marche, c'est super intéressant ce que tu dis. Il y a énormément de choses qui résonnent dans ce que je dis aussi, dans ce qu'on partage. Je pense toutes les trois sur nos comptes. Et je voyais aussi dans le chat beaucoup de personnes qui avaient constaté les mêmes choses dans le monde du travail, qui avaient été désabusées, les désillusions de découvrir que, en fait, on n'a pas eu le salaire qu'on méritait. Et c'est parce qu'on maîtrisait pas les codes, qu'on n'avait pas bien fait. Et au final, la faute retombe quelque part un peu sur nous. Et donc, ce qui est cool, c'est que dans votre bouquin, vous donnez des vraies méthodes. Et moi, j'ai adoré le lire parce qu'il est hyper concret, hyper pratique, avec des dialogues, etc. Donc, vraiment des phrases qu'on peut réutiliser en entreprise. Mais comme tu disais, on va y revenir après. J'ai une question pour toi, Héloïse. Est-ce qu'il y a des erreurs fréquentes? Parce que là, quelque part, INSAF a parlé du fait de ne pas avoir oser ou penser même à négocier, parce que c'est même pas oser, on dit souvent oser négocier, mais juste c'est la norme de ne pas parler du salaire pendant l'entretien, d'attendre la toute fin et puis de se contenter de ce qu'on nous donne, parce que vu que j'ai rempli toutes les bonnes cases, à un moment donné, je vais avoir la bonne rémunération. Est-ce que toi aussi, tu constates des erreurs plus fréquentes que les femmes elles vont faire en matière de finances personnelles, un petit peu parce que justement, on nous a appris à être dans un rôle bien défini. Est-ce que tu as des exemples à nous présenter et comment on peut les éviter? Ouais, la première erreur, je vais en noter deux parce que la, voilà, pour pas perdre mes idées en cours de route. La première erreur, c'est de pas compter. Alors ça, c'est pas forcément une erreur très féminine. Le risque quand tu as tes premiers salaires, en fait, surtout quand tu commences à bosser assez jeune, que a priori, t'as pas encore de vie de famille, t'as pas des charges hyper lourdes, le risque, c'est de te dire, waouh, open bar, génial, super, et de commencer à dépenser sans compter et sans connaître, en fait, le vrai train de vie que tu peux t'autoriser. Ça, c'est une première erreur, c'est-à-dire, c'est de pas comprendre comment ça va se danser dans ton budget, y compris les premières années de ta vie. Je te donne un exemple bête, c'est-à-dire que même si la première année, tu arrives à pas dépasser trop ton salaire et à pas te mettre dans le rouge, bon, c'est un peu dommage déjà de pas en profiter pour mettre un peu d'argent de côté. Mais surtout, ça, c'est la première année. Je te donne l'exemple d'une étudiante qui sort de cours en juin, juillet, qui finit son stage et qui a 6 mois de travail déclaré en premier salaire. Et ben, en général, elle va avoir une année fiscale pas très costaud. Et donc, elle va se dire, waouh, c'est génial, je suis presque pas imposée, c'est magique, formidable, etc. Et puis vient la deuxième année où là, elle va avoir un salaire normal sur toute l'année. Et en fait, elle n'a pas pensé à prévenir le fisc. Donc, en fait, le rattrapage va arriver en année 3. Mais là, ça va être un rattrapage sauvage. Violent. Et cette personne, pendant les 18 premiers mois de sa carrière et même les 24 premiers mois de sa carrière, entre juillet, mettons, 2021 et août 2023, elle s'est habituée à vivre sur l'ensemble de son salaire sans être fiscalisée. Et à partir d'août 2023, elle mange ses morts, quoi. Elle est mais trop mal. Elle est en période de disette totale, alors que en fait, si elle avait juste intégré la fiscalité dans son budget et si elle avait su à peu près quelle était la somme d'argent qu'elle pouvait dépenser tous les mois, sans mettre en péril ses charges fixes, son loyer, tous ces trucs-là, ça passait probablement assez crème aussi et c'était beaucoup plus serein. Donc ça, c'est la première erreur, c'est de pas s'en occuper, de faire comme si l'argent était une ressource illimitée et comme si Des finalement ça allait créanciers. toujours s'arranger. Qu'est-ce que tu dis, pardon? Et d'oublier des créanciers. Voilà. Et ben voilà, et le fisc fait partie de tes créanciers et il faut l'intégrer. Voilà. Bon, ça c'est la première erreur. Et pour le coup, je pense que c'est pas une spécificité féminine. C'est par contre c'est un truc vraiment un risque quand tu as tes premiers salaires. Ouais, je crois que tes écouteurs frottent contre quelque chose, il y a un petit bruit. Mince. Est-ce que là ça va mieux?
Oui, là, ça Si va je les mieux. tiens à la main, Ouais. le deuxième risque, c'est souvent un risque qui intervient un peu plus tard, euh, c'est de décrocher. C'est pas de décrocher au sens où tu gagnes plus d'argent, tu gères plus ton budget. C'est de décrocher au sens où tu te dis, oh, j'ai vraiment mais tellement, tellement, tellement d'autres choses à faire. Tant pis, ça, je m'en occuperai demain, après-demain, l'année prochaine, dans 10 ans. Et là, non seulement tu décroches, c'est-à-dire que tu perds en compétences sur le plan financier, parce qu'il y a des études quand même qui montrent que dans les premières années de vie professionnelle et globalement avant l'arrivée des enfants, les femmes et les hommes ont à peu près le même niveau de compétences financières, hein. Ils Mm. n'ont pas forcément tous le même goût du risque, mais quand même, ils sont à peu près aussi compétents. Et il y a un moment, et ben, typiquement l'arrivée des enfants, où tu te prends une espèce de charge mentale très très forte dans la figure, où il faut continuer à assurer dans ton boulot, ou enfin, tu as pas mal d'injonctions. Et l'injonction à s'occuper de son argent est une injonction supplémentaire, hein, C'est ça. sauf que c'est une injonction qui est vitale en fait. C'est un, c'est une protection de continuer à s'occuper de ses finances. Et les femmes qui décrochent, en fait, pour moi, elles font une double erreur. La première erreur, c'est qu'elles comprennent plus ce qui se passe dans leurs finances et que donc elles se déqualifient sur le plan des compétences et des connaissances financières. Elles ne comprennent plus ou plus bien leur propre situation. Parfois, elles connaissent pas les revenus de leur couple, elles connaissent pas l'équilibre de leur budget, elles connaissent pas. Il y a plein de choses qu'elles connaissent pas. Et le deuxième impact de ce décrochage, c'est que souvent, c'est aussi le moment où elles ont les plus belles années de leur carrière. Ouais. Et donc, où elles pourraient quand même profiter un peu de la situation pour s'acheter un appart, une maison, pour mettre un peu d'argent de côté, pour poser les bases d'une construction financière assez solide. Et si elles le font pas à ce moment-là, elles se privent des plus belles années, en fait. Et c'est vraiment dommage. Mm. Et donc, voilà, pour moi, la plus grave erreur, alors évidemment, il n'y a pas compté quand on commence, Bien sûr. parce que ça peut déraper assez vite. Mais vraiment, la deuxième erreur, elle est un peu en embuscade, si tu veux. Une fois que tu te dis, bon, bah, ça va, ça, c'est géré, je comprends, je sais, je maîtrise, etc. Et pouf, il y a un moment, tu lâches l'affaire, tu décroches, et ça, mais vraiment, j'insiste, les filles, c'est super dangereux. Alors, je pense que si vous êtes là, c'est que vous avez toutes quand même une petite appétence pour le sujet ou un petit besoin de rattrapage ou une petite envie de reprendre ce qu'on a appelé avec INSAF les clés de la caisse. Mais si c'est pas pour vous et si vous êtes déjà sensibilisé au sujet, dites-le à vos copines, dites-le à vos mères, dites-le à vos sœurs, dites-le à vos collègues de travail. On ne peut pas se désintéresser de ses finances, sinon on se met en danger. Mm. Totalement vrai, Héloïse, et surtout que je pense que plus on s'en éloigne, plus on a l'impression que c'est une montagne de revenir. Et je pense que justement, tes ateliers, ça permet de démocratiser, de rendre ça aussi beaucoup plus facile. Le bouquin aussi, juste un livre, et ça permet, enfin, il est super pratique, votre ouvrage, donc ça permet de remettre le pied à l'étrier sans que ce soit quelque chose qui va vous prendre des heures, et vous n'allez pas vous retrouver à balicher des tickets de caisse pendant 3 ans. C'est pas du tout le but. Mais voilà, je pense que c'est super important. Merci, Héloïse. Avec plaisir. Quand tu veux, pour Rappeler y aller sur l'essentiel. ce terrain. Ça marche. En tout cas, l'idée, c'est vraiment de se dire qu'on est des nanas, on a aussi plein de choses à faire, mais que du coup, l'argent, c'est quelque chose de prioritaire, et c'est quelque chose qu'il ne faut pas se dire, bah, c'est le sujet que je mets de côté à prioriser. Ça fait partie des fondations. Mm. Ouais, carrément. C'est Ça super marche. important. Ça marche.
INSAF, on revient sur la partie boulot. Dans le monde du travail, on constate plein d'inégalités salariales et quand on est une femme, on le sait, on a entendu toutes les statistiques qu'il y a autour de l'inégalité salariale. Est-ce qu'il y a des obstacles vraiment spécifiques que les femmes, elles doivent surmonter, qui sont encore un peu différents de ce que tous les salariés doivent surmonter? Et comment est-ce que tu leur recommanderais de dépasser ces obstacles particuliers qu'elles peuvent avoir, elles? C'est une super question, Awa, parce que de prime abord, on se dit, et c'est ce que les gens qui contestent les inégalités salariales ont comme réflexion, hein, c'est de dire, je comprends pas, il faut vraiment être débile pour accepter d'être moins payé qu'un homme, en fait. Qui c'est qui accepterait ça, en fait? Ça, c'est absurde, en fait. Donc, tu te dis non, moi, j'y crois pas trop. S'il y a des inégalités salariales, c'est forcément parce que ça se justifie par voilà, des compétences qui sont divergentes, du temps de travail qui est plus élevé d'un côté, moins élevé de l'autre, etc. Donc, en fait, tu cherches toujours une explication rationnelle à quelque chose qui pour toi est irrationnel. D'accord? Sauf que les personnes oublient qu'en réalité, il y a quelque chose qui s'appelle les stéréotypes de genre qui font que tu sois un homme ou que tu sois une femme, en réalité, quand tu vas négocier ton salaire, quand tu vas ne serait-ce que te parler d'argent, tu ne seras pas accueilli de la même manière. Je te donne un exemple typique. Quand un homme a son premier enfant ou son deuxième enfant ou son troisième enfant, dans l'inconscient collectif, il devient père de famille. Et donc, il devient la source principale de revenus de son foyer. Et donc, s'il demande une augmentation, ton employeur, il va avoir voilà, plus de. Il sera plus enclin de lui offrir une augmentation parce qu'il se dit oui, mais après tout, voilà, il devient père de famille, donc il est plus légitime. Il va être plus enclin à lui offrir une augmentation de rémunération. À l'inverse, quand une femme devient mère, et ben là, on sera plus enclin à ne plus lui accorder d'augmentation, à ne plus lui accorder de promotion, à ne plus lui accorder d'avancement professionnel, parce qu'on va partir du postulat que de toute manière, maintenant qu'elle a des enfants, elle n'est plus si intéressée elle n'est plus autant intéressée par sa carrière, et que du coup, finalement, comme soit elle est en train de se désengager, soit elle s'est complètement désengagée, finalement, elle va rentrer dans le moule qui fait que la femme est l'accessoire du principal et que du coup, son salaire n'est pas le salaire principal du foyer, mais un salaire d'appoint, un revenu d'appoint. Ça, c'est un exemple des stéréotypes de genre. Il y a autre chose aussi qui m'énerve un peu quand on parle des inégalités salariales. On a tendance à dire aux femmes, non mais les filles aussi, vous ne demandez pas, vous n'osez pas demander, allez, soyez plus assertives. Allez, quand même. Dites-nous dans le chat si on vous a déjà dit ça et si vous avez déjà entendu ça. Osez, faut oser, c'est que vous êtes trop gentil, vous osez pas assez, vous n'êtes pas assez à aller demander. Et du coup, en fait, on enferme les femmes dans cette espèce de gentillesse qui est cheap, en fait, où quelqu'un qui est trop gentil, c'est l'idiot du village, en vrai, tu vois. On les dit trop beau, trop con. Donc, on enferme les femmes dans cette espèce de gentillesse, alors que c'est pas vrai. Les femmes, elles demandent. C'est ça. Sauf que quand elles demandent, on leur dit non, en fait. Exactement. Ou quand elles demandent, on va les traiter d'hystériques. On va leur dire, hé, dis donc, calme-toi, ça va bien se passer. Ou dans tous les cas, il y a pléthore d'exemples et de manières de leur dire non. Mais la réalité, c'est qu'on ne les reçoit pas de la même manière. C'est pour ça que moi, dans la méthode Ma Juste Valeur, que je partage aussi dans le bouquin, je dis, les filles, on a le choix. Soit on s'énerve, on dit que c'est pas juste, on tape du pied et on dit ah ça va pas et on n'est pas contente. Soit en fait on fait une prise de judo au système et on retourne le système contre lui-même. C'est ça. Et retourner le système contre lui-même, c'est utiliser les moyens du système pour arriver à nos fins. Et c'est pour ça que je dis il faut apprendre à demander pour obtenir. Parce que de la manière dont tu vas demander, tu ne seras pas reçu de la même manière. Et de la manière dont tu vas demander et que tu vas verbaliser tes demandes, en fait, soit tu encercles ton interlocuteur pour qu'il ait plus de levier pour te dire non. Et sa seule manière de te dire non, c'est juste d'assumer en fait qu'il a envie de t'employer gratuitement ou à moindre coût. Soit il t'augmente et là, il n'a plus le choix. Et en fait, et c'est pour ça que je dis vraiment, et c'est mon troisième pilier, je dis toujours qu'il faut apprendre à demander pour obtenir. Parce qu'en fait, le monde de l'entreprise, c'est un monde d'hommes, construit pour les hommes, par les hommes, pour les hommes.
par les hommes et à destination des hommes. Nous, on n'a pas été pris en compte dans l'équation du départ. Donc, en fait, quand on travaille dans une entreprise et même dans le monde du travail de manière générale, il faut qu'on ait ça en tête. Il faut dire, OK, comment aujourd'hui je m'équipe pour pouvoir affronter ça, moi, en tant que femme, et m'assurer qu'aucun stéréotype de genre ne pourra passer à travers moi, en tout cas à travers ma rémunération. Merci, Insaf, c'est ultra inspirant. Et puis, ça a fait plein de réactions en commentaire. Beaucoup de gens qui se reconnaissent, qui ont eu des excuses bidons. Cara qui nous dit je suis RH et un salarié est venu me voir juste parce qu'il allait devenir père. Et franchement, ça n'a choqué que moi. Mon chef a trouvé normal et il a obtenu une augmentation au motif que je deviens papa. Et alors, à contrario, d'autres qui nous témoignent que bizarrement, les seules années où elles étaient à 80% après avoir eu leur enfant, là, bizarrement, les objectifs n'étaient plus atteints. Donc, on parle plus d'augmentation. Donc, effectivement, c'est les stéréotypes de genre et avec la cristallisation autour de l'enfant et de la naissance des enfants qui créent en fait ces ruptures souvent au niveau des carrières des femmes et en tout cas de la trajectoire financière. Donc, merci de nous montrer que, OK, c'est pas juste, mais au-delà de c'est pas juste, de nous donner les moyens quand même d'aller défendre notre juste valeur et de trouver en fait et de se dire avec les bonnes méthodes et les bons arguments, le bon discours, on peut tout à fait les coincer. En fait, je pense que ceux qui ont des discours creux, c'est encore plus facile pour eux de se retrouver en fait au pied du mur et de devoir soit augmenter, soit admettre qu'ils sont complètement injustes. Et à ce moment-là, ils sont pas trop à l'aise avec eux-mêmes. Donc, la bonne option, c'est d'augmenter au final. Ça marche. Merci beaucoup, Insaf. Héloïse, je repasse à toi. En tout cas, c'est ultra intéressant parce qu'on voit à quel point c'est interconnecté les deux sphères parce que, OK, on va aller défendre notre juste valeur au travail, mais à côté de ça, il y a aussi toute la gestion financière et le patrimoine qu'il y a derrière et le fait que parfois on peut être très bien payé au travail et puis avoir un peu décroché ensuite à la maison, parfois inversement, ou parfois les deux, pas réussir non plus, ou se reposer sur le fait. Et en plus, j'ai déjà entendu ça dans le monde du travail. Ouais, mais de quoi elle se plaint? Son mari gagne vachement bien en plus, ce qui paraît, il est machin. Et je me permets, on a toutes les deux réagi en même temps, tu vois. Ça, vraiment, c'est pas du tout un argument qui est tenable pour plusieurs raisons. Et je pense qu'Héloïse, elle va en donner une. Je la vois venir, je la connais bien maintenant. Déjà, ton salaire est à décorréler de celui de ton mari. Parce que le jour où tu divorces, ou le jour où il décède, ou le jour où il y a un drame, en fait, tu vas pas t'appuyer sur le salaire de ton mari. Et puis ça, c'est l'excuse bidon pour ramener les femmes au salaire d'appoint. Je suis désolée, on n'est pas dans un salaire d'appoint, d'autant plus qu'il y a de plus en plus de femmes, en fait, qui sont à la tête de leur famille, qui ont des maris qui sont au chômage ou des compagnes qui n'ont pas la capacité, qui font leurs études. Ça, c'est un no-go total. Total. Non, mais oui, complètement. Du coup, Héloïse, tu voulais peut-être réagir avant que je te pose la prochaine question. Non, mais no-go, j'ai 100% aligné avec Insaf, quoi. No-go, c'est quoi cet argument? Enfin, c'est juste inaudible, en fait. Non, c'est là, pour moi, meilleure réponse, c'est, je peux te citer là-dessus. Qu'est-ce que c'est que cette réaction? Et toi, ta femme, elle gagne combien? Enfin, c'est débile. C'est débile c'est débile et c'est surtout pas admissible. Oui, voilà. C'est ça. Et puis, on n'a jamais entendu l'inverse. Exactement. Oh, tiens, ta femme, elle gagne super bien, alors on va pas te demander. Et puis, un tips, un élément de langage pour celles qui ont vécu cette situation ou qui seraient un jour amenées à vivre cette situation. Si on vous dit oui, mais tu comprends, je ne peux pas t'augmenter, et puis de toute façon, tu n'as pas à te plaindre, ton mari gagne bien sa vie. Elles peuvent lui dire oui, mais je te rappelle que ce n'est pas mon mari qui travaille, c'est moi, et que ma contribution rapporte beaucoup à l'entreprise. Donc, il est normal. Donc, il est normal que je sois rémunérée justement, ou du moins à la hauteur de ma contribution, donc du niveau de richesse économique et humaine que j'apporte à ton entreprise. Et puis, tu n'es pas sans savoir que le salaire de mon conjoint n'est pas pris en compte dans le calcul de ma retraite. Donc, j'aimerais bien pouvoir cotiser à ma retraite au moins à la juste valeur de mon travail pour ne pas être pénalisée. Et là, tu déclares. C'est ça. C'est ça. Mais oui, et puis justement, on demandait mais comment contrer ça? Je pense que la réponse d'Insaf, elle est excellente. Reprenez-la, copier-coller. Insaf, il y a quelques personnes qui remontent, qui t'entendent peut-être un peu moins fort. Je ne sais pas si tu as le cache peut-être de ton téléphone qui est un peu obstrué. Et là, c'est mieux là? Peut-être un poil mieux, ouais. Je sais pas. Vous me donnez 2 minutes, j'allais chercher mes écouteurs. Peut-être ça que marche. Mieux. J'en profite pour poser la question à Héloïse, du coup.
Ça marche. Ok, Héloïse, donc on a vu, on ne décroche pas, on se remet sur le sujet et on essaye de s'y mettre. Mais par contre, face à la montagne de conseils en finances personnelles qu'on peut retrouver sur le marché du travail, enfin le marché du travail, sur les réseaux sociaux, partout, etc., on peut être vraiment complètement submergé d'informations. C'est quoi comment on fait pour déterminer déjà quels sont les conseils qui sont pertinents pour notre situation personnelle et est-ce que tu as des astuces pratiques sur comment on commence à remettre le pied à l'étrier? Ah, alors, remettre le pied à l'étrier, je pense que ça demande une petite marche. C'est vraiment de se dire qu'on essaye de se former. Alors, la technique Instagram, elle est pas mal parce que tu t'abonnes à 2 ou 3 comptes, c'est de la dose homéopathique régulièrement et donc progressivement, tu te formes quand tu es dans le métro ou entre 2 rendez-vous ou en train de chiller samedi après-midi pendant la sieste. Enfin, j'en sais rien. Euh, c'est pas mal. Après, je pense que je vais prêcher un peu pour ma paroisse, mais il y a des ateliers ou des formations où, alors évidemment, celles d'Oseille et compagnie sont bien meilleures que celles des autres. Non, non, mais il y a maintenant beaucoup d'offres de formation et d'ateliers et je pense que c'est quelque chose dont il faut pas se priver et qu'il faut voir comme un investissement. Parce qu'en fait, plus tu as les clés pour comprendre ce qu'on te raconte ou ce qu'on essaye de te vendre, plus tu vas être armé pour te dire, pour savoir si c'est vraiment adapté à ton cas ou pas, pour poser les bonnes questions, pour comprendre le jargon, parce que malheureusement, il y a encore beaucoup de professionnels qui aiment bien manier un jargon euh, un peu savant et que ça les rassure et voilà, ou au contraire qui vont ultra simplifier les choses mais te dire l'essentiel et donc tu vas signer des tas de lignes écrites en tout petit et c'est embêtant parce que tu n'auras pas tout à fait compris ce pourquoi tu signes. Donc je pense que c'est vraiment important d'acquérir des compétences financières, de comprendre ce que c'est qu'un livret, ce que c'est que un plan d'épargne en action quand on en a un contrat d'assurance vie quand on en a un. J'ai fait un post ce matin sur les contrats d'assurance vie, mais je suis vraiment toujours euh, euh, un peu étonnée quand je vois des gens qui ont investi dans un profil hyper dynamique avec beaucoup de risques et qui n'ont pas compris, enfin, qui ont pas voulu comprendre ou qui ont oublié depuis le moment où ils ont signé que quand tu prends un profil de risque dynamique, eh ben, il y a un risque. Quand tu investis beaucoup dans ce qu'on appelle les unités de compte, il y a un risque et que tu peux perdre de l'argent. Et si tu n'es pas prêt à ça, eh bien, c'est pas grave, pas prêt ou prête. C'est pas un problème, mais à ce moment-là, il faut pas investir dans des placements risqués et apprendre le lien qu'il y a entre le risque et la rémunération, c'est la base et en fait, on n'est pas encore équipé pour ça. C'est pareil que pour tout le reste, hein, que pour les histoires de négociation salariale. Personne nous a jamais appris ça à l'école. On a un peu le côté les marchés, c'est sale, le business non à but lucratif, c'est considéré comme un peu sale aussi. Bah oui, mais en fait, on vit dans un univers qui fonctionne comme ça, et donc il faut apprendre à comprendre. Au-delà de, on a le droit de dire que ça ne nous convient pas, mais au moins comprendre comment ça marche et comprendre que quand on investit dans un contrat d'assurance vie, eh ben, parfois il y a des actions, parfois il y a des obligations, il y a des choses qui sont risquées, pas risquées, couvertes par la compagnie d'assurance, pas couvertes par la compagnie d'assurance. Essayer de comprendre ces choses-là et de les retenir une bonne fois pour toutes, parce qu'en fait, ces mécanismes-là, ils vont pas changer, en fait. Tu vas avoir des marchés qui vont booster super bien pendant quelques années et tout le monde va te dire, ah, c'est génial. Mais les marchés, le propre des marchés, c'est d'évoluer à la hausse et comme à la baisse et d'être cyclique et dans des cycles dont on maîtrise pas toujours d'ailleurs ni la durée, ni l'ampleur et donc voilà, qui sont plein de surprises et de rebondissements. Je donne souvent l'exemple de
d'une série dont tu regardes la saison 1, la saison 2, c'est top, mais la saison 3, c'est une vraie bouse et ça se passe pas du tout comme ce que tu attendais, et ben ça arrive et parfois la saison 4 est dingue. Et ben on ne sait jamais ce qui va se passer à l'avance et ça c'est des choses qu'il faut intégrer et qu'il faut comprendre. Et donc en fait ben il faut se former petit à petit en lisant des posts Instagram, des bouquins, enfin si on a le temps, des choses comme ça. Et puis de temps en temps, il faut se prendre en main et dire bon allez, moi j'ai envie de comprendre ce qu'on me raconte à la banque, parce que parce que les banquiers et les banquières ne racontent pas tous n'importe quoi. C'est pas vrai. De temps en temps, il y en a qui ont des propos extrêmement sensés. Bon, ils n'ont pas la main pour distribuer les produits de l'entièreté du marché, mais ils sont pas toujours de mauvais conseils. Et simplement, il faut comprendre, être en mesure de comprendre ce qu'ils disent et être en mesure aussi de dire non, là, ce que vous me proposez ne me convient pas du tout et n'est pas adapté à ma situation. Parce que ça arrive aussi d'avoir malheureusement des personnes qui forcent un peu sur banquiers ou conseillers en gestion de patrimoine. Hein, c'est pas des professionnels qui essayent de pousser tel ou tel produit alors que ça correspond pas vraiment à ton besoin. Et en fait, c'est important de pouvoir apporter la contradiction et poser des questions et comprendre bien ce que tu fais. Donc voilà, il faut se former. Ça marche. Merci beaucoup, Héloïse. Et puis après, enfin, je te passe un peu de pommade, mais effectivement, l'avantage avec un compte comme le tien ou ton entreprise, c'est que toi, tu es conseillère indépendante. Donc, effectivement, on te paye pour que tu conseilles uniquement. Et donc, tu n'es pas affilié à des produits particuliers, etc. Ce qu'un conseiller financier, forcément, va pousser les produits de sa banque, etc. Et donc, parfois, quand on ne sait pas comment s'y retrouver, etc., faire un atelier, prendre une prestation de conseil, ça permet d'asseoir de comprendre vraiment qu'est-ce qui me convient, c'est quoi ma stratégie, et après de pouvoir avoir ce regard et analyser par rapport à sa situation. Ouais, et alors ça, je précise qu'on est assez peu nombreux et nombreuses pour le moment à fonctionner comme ça. C'est-à-dire que moi, je ne distribue aucun produit, c'est-à-dire que les miens, ni ceux d'un établissement en particulier, ni ceux de l'ensemble du marché, je n'ai pas d'intérêt à dire prenez une assurance vie si c'est pas le ce qui convient. Je n'ai pas d'intérêt à dire vendez votre appart et investissez tout en cash. Je n'ai pas d'intérêt, au contraire, à dire attention, là, vous avez beaucoup trop d'actions et vous avez toujours pas d'appart. Enfin, je n'ai pas d'intérêt et parfois ça m'arrive de ne pas caresser mes clients et mes clientes dans le sens du poil. C'est l'avantage aussi du conseil indépendant, c'est que comme j'ai rien à leur vendre à part du conseil, ben, j'essaye de leur apporter un conseil un peu sensé de temps en temps. Quand je trouve qu'ils prennent des risques inconsidérés, je le dis aussi. Voilà. Génial. En tout cas, moi, c'est totalement ma philosophie. C'est pour ça que je dis, et ça rejoint un peu la négociation et ça va nous permettre de bifurquer avec INSAF, c'est que les RH sont pas forcément vos amis. Ils sont là pour vendre l'entreprise, pour protéger l'entreprise, pour vous amener des choses. Donc, ils vont vous donner des conseils qui peuvent être parfois très sensés pour votre carrière et parfois pas forcément faire les affaires de votre carrière ou de vos finances, mais faire celles du patron. Et donc, parfois, avoir un conseiller indépendant ou aller voir un coach qui va nous accompagner dans une négociation un peu corsée ou nous conseiller sur une stratégie de rémunération à avoir, ça permet d'avoir cet œil indépendant de quelqu'un qui n'a rien à gagner là-dessus. Merci, Héloïse. Ça marche. Du coup, INSAF, j'ai aussi une question. Je pense que dans le chat, on va d'abord poser la question parce que moi, quand je la pose à chaque fois, j'ai beaucoup de E. Qui sait me dire précisément quelle est sa juste valeur sur le marché du travail dans le chat sans hésiter pendant 3 heures? Est-ce que vous pouvez me donner une fourchette? Allez, je suis gentille, une fourchette salariale que vous valez aujourd'hui sur le marché du travail et que vous pouvez affirmer sans trop de doute face à un employeur si demain vous êtes amené à négocier votre salaire. Dites-moi dans le chat si vous pouvez ou si au contraire ça va être compliqué. Et donc, INSAF, la question que j'ai pour toi, c'est de dire qu'on galère à évaluer notre valeur sur le marché du travail. Tu l'as dit tout à l'heure, on n'est pas formé pour savoir le faire.
Et je dis souvent que c'est dommage que ça n'existe pas, la cote Argus du salarié. Tu vois, on pourrait mettre 3 petits trucs. J'ai fait telle école, je viens de là, je sais faire ci. Et qu'on ait un chiffre qui sorte avec l'intelligence artificielle. Peut-être qu'un jour, ça va arriver. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça n'existe pas. Toi, tu parles de la méthode du faisceau d'indices. J'ai adoré ça dans ton bouquin. Donc, c'est une méthode que tu as vraiment développée et qui, pour beaucoup de nanas comme moi qui aiment bien les méthodes avec qu'est-ce que je dois faire après quelle étape, etc. Ça permet aussi d'avoir un process. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus sur comment on fait pour déterminer notre juste valeur sur le marché? Bien sûr, avec grand, grand plaisir. Bah, en fait, moi, vous m'entendez Oui, bien? on t'entend. Super. Que du coup, j'ai mis les écouteurs. Oui, donc moi aussi, je suis partie de ce postulat-là, le même que toi, et je pense que le même que beaucoup de femmes ont, qui est en fait, le marché du travail, le marché de l'emploi, c'est un endroit virtuel où se rencontrent l'offre et la demande, mais on sait où est l'offre, mais la demande, on ne sait pas trop où elle est. C'est moi la demande, concrètement. Et du coup, en fait, il y a un maquis d'informations et en fonction, et sur un poste, en fonction de ta localisation géographique, de l'école que tu as fait, de ton nombre d'années d'expérience et aussi de l'entreprise dans laquelle tu souhaites travailler, un grand groupe multinational ou une petite PME dans le Gers, eh ben, tu peux avoir des écarts de rémunération qui peuvent aller jusqu'à 30-40 k, même plus en fonction des postes. Donc, c'est hyper compliqué, tout ça pour dire qu'il y a un maquis d'informations qui est hyper compliqué à déchiffrer. Donc, quand tu cherches ta juste valeur, en tout cas, quand tu cherches le juste prix de ton profil, c'est-à-dire de tes compétences, de ton expertise et de ton expérience, de base, si tu n'es pas aidé, c'est hyper compliqué. Et tu peux aller dans tous les sens. Et donc, c'est drôle parce que moi, des fois, il y a des clientes qui viennent me voir et qui me disent « Oui, mais le cousin de ma copine est RH dans je ne sais pas trop quoi et il m'a dit que je valais tant. » Oui, mais alors, le frère de mon beau-frère, lui, il avait le cousin de sa belle-sœur qui avait fait le même travail que moi il y a 8 ans et il était payé tant. Et en fait, je me dis, à chaque fois, je leur dis, mesdames, pourquoi tu abandonnes ton pouvoir aux autres? Pourquoi? Pourquoi tu abandonnes ce pouvoir-là qui est d'aller voir par toi-même? On dit toujours, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Mais là, encore plus, tu vois, parce que tu vas mettre quelque chose de tellement important, de primordial dans les mains de quelqu'un d'autre. Et donc, bref, après avoir fait tous ces constats-là, je me suis dit, INSAF, il faut vraiment pouvoir, en 1 heure, savoir comment déterminer sa juste valeur sur le marché. Et donc, je me suis dit, OK, donc en gros, quand tu vas chercher le juste prix de tes compétences, de ton expertise, de ton expérience, on va faire comme ce qu'on fait en droit. Moi, j'ai fait des études de droit et en droit en général, pour prouver qu'il y a un fait délictuel, d'accord, on a une méthode qui s'appelle la méthode du faisceau d'indices. D'accord. Et du coup, je me suis vraiment inspirée de cette méthode-là et je me suis dit, OK, on va prendre la méthode d'entonnoir. Donc, on tape son intitulé de poste sur Google. On a Prenez une des fourchette notes. qui tombe. Mais de toute façon, tout ça, évidemment, c'est détaillé dans mon podcast, c'est détaillé en long, en large, en travers dans ce bouquin, c'est détaillé dans mes formations. Bref, tapez ma juste valeur, vous allez tout pouvoir avoir rapido. Donc, tu tapes ton intitulé de poste, tu as un premier chiffre qui tombe. Et donc là, par exemple, tu vas voir, j'imagine, juriste, 4 ans d'entreprise, juriste bancaire, 4 ans d'entreprise. Et là, tu vas avoir Google qui te dit un juriste bancaire de 4 ans d'expérience est rémunéré autour de 38 000 euros. Donc là, tu as la première information. Mais en même temps, quand tu vas regarder après sur Glassdoor, etc., tu vas t'apercevoir que d'un côté, on te dit 42 000, d'un côté, on te dit 38, d'un côté, on te dit 35, etc. Donc, la première étape, c'est de ramasser toutes ces informations-là et avoir une première fourchette qui peut être entre 30 et 50. C'est pas grave, tu as une première fourchette. Un râteau, mais on va en transformer après. Exactement, c'est pas grave. L'idée, c'est de partir, d'avoir un point de départ. Et donc, tu peux même avoir un truc genre de 10 à 40, c'est pas grave. Tu as un point de départ. Et ce point de départ-là, tu arrives, encore méthode d'entonnoir, tu commences comme ça et tu finis comme ça. Deuxième étape, tu vas affiner cette première fourchette-là. Et là, tu l'affines comment? Tu l'affines en interrogeant des gens qui sont dans ton réseau à toi, qui ont fait la même école que toi, qui sont sur le même niveau de poste que toi, qui travaillent à peu près dans une entreprise qui est à peu près similaire à la tienne. Si tu es juriste bancaire et que tu travailles à la BNP ou que tu postules pour la BNP, tu vas demander à quelqu'un qui travaille chez la Société Générale, par exemple. C'est vraiment de donner un ordre d'idée. Si tu travailles chez Renault et que tu as une pote qui travaille chez Peugeot, tu vas lui demander. Enfin, voilà. Tu essayes d'avoir l'information par industrie
des personnes qui ont ton même niveau d'expérience et même localisation géographique. Et ça, tu vas me dire, ouais, mais INSAF, t'es gentil, mais nous, moi, j'ai pas de réseau. Comment je fais? Comment je fais si j'ai pas de réseau? Eh bien, si tu n'as pas de réseau, j'ai quand même la solution. Si tu n'as pas de réseau, c'est pas grave, parce que dans ce cas-là, tu as une solution qui demande un peu plus d'effort, mais qui est quand même là, c'est d'aller contacter des gens qui ont le poste que toi tu vises sur LinkedIn. Et en fait, on peut s'en faire toute une montagne en se disant, oh mon Dieu, mais moi, je peux pas faire ça, c'est pas moi, etc. Déjà, détends-toi, tu es derrière un ordinateur. Tu vas C'est pas ça. taper à la porte de la personne. De deux, en vrai, sur 10 personnes, il y en a peut-être 3 qui vont pas te répondre, mais tu en as quand même 7 qui vont te répondre. Et même sur 10 personnes, s'il y en a 7 qui te répondent pas, tu en as quand même 3. Et cette information, elle vaut de l'or. Et C'est ça. 3, en réalité, on s'en fait toute une montagne, mais les gens, ils sont ravis d'aider. Mm. Je te jure, Awa, les gens sont hyper contents. Il suffit de bien leur demander, tu vois. Tu leur envoies un message en disant bonjour, voilà, je m'appelle INSAF, je cherche la juste valeur de mon profil sur le marché du travail, j'arrive pas à trouver l'information. Il apparaît que vous êtes sur le poste que moi je brigue, où on a à peu près le même profil. Est-ce que s'il vous plaît, vous pouvez m'aiguiller et me donner à peu près une fourchette à laquelle je peux prétendre? Mm. Évidemment, tu leur dis pas donne-moi ton salaire, Oui, mais parce c'est qu'on est bien en de France et que préciser ça se fait parce pas. qu'il y a des impairs des fois sur LinkedIn. Bon, Pardon. voilà, c'est comme quand tu vas boire un verre, tu dis pas on couche tout de suite ensemble, tu bois d'abord ton C'est verre, ça. Je d'accord? suis en robe. Voilà, tu enrobes, tu racontes un peu, voilà. Tu lui dis pas allez on y va. Je fais un peu de blague à part, voilà, je rigole un petit peu. Mais en tout cas, voilà, quand tu apportes les formes, en général, les gens sont ravis de t'aider, Mm. mais vraiment sincèrement. Et donc, une fois que tu as cette information, bah, voilà, tu peux affiner la deuxième étape. Et la troisième étape qui est clé pour moi, c'est aller interroger les acteurs du marché. Mm. Parce que les personnes qui savent exactement ou qui sont le plus à même de t'aiguiller au plus précis de ta fourchette de rémunération à toi, parce qu'en fait, il n'y a jamais une personne qui te dit, toi, tu vaux 42, toi, tu vaux 170. C'est toujours, tu vois, entre 40 et 45, 100 et 100 et 120. C'est toujours une fourchette, en fait. Mm. Et c'est les acteurs du marché. Et les acteurs du marché, c'est ceux qui, c'est les recruteurs, en gros. Et quand je parle des recruteurs, c'est les agences de recrutement, mais aussi les employeurs. Et donc, l'idée, c'est d'aller éplucher un petit peu les offres d'emploi avec les fourchettes de rémunération. En plus, bonne nouvelle, maintenant, il y a une directive européenne qui est passée et du coup, les employeurs sont obligés d'afficher le budget de rémunération qui est envisagé quand ils publient une offre d'emploi. Oui. Et aussi, Ouais. donc, les agences de recrutement, les recruteurs qui prennent en charge le recrutement. Et donc, l'idée, encore une fois, c'est pas de perdre ton temps, c'est pas de faire perdre le temps du recruteur. Voilà, on n'est pas là pour filouter ni pour voilà, enquiquiner les autres. L'idée, c'est juste d'avoir une idée précise, en tout cas la plus précise. Et donc, si tu ne trouves pas cette information-là, bah, soit tu décroches ton téléphone, comme je dis dans le bouquin, et tu dis, bah voilà, j'étais en train de préparer ma candidature, il me manquait juste cette information pour valider mon intérêt pour le poste. Est-ce que vous pouvez me la donner? Il te la donne, fine, super. Il te la donne pas, tu t'en fiches, parce qu'encore une fois, sur 5 appels, il y en a 3 qui vont te dire oui, et il y en a peut-être 2 qui vont te dire non, ou l'inverse, mais on s'en fiche. Et le meilleur pour moi, mais le meilleur moyen d'interroger les acteurs du marché, c'est de passer des entretiens sur lesquels il y a zéro enjeu. Ouais. Pourquoi? Parce que déjà, tu leur poses la question. 2, tu t'entraînes, alors il n'y a pas d'enjeu. Donc, tu t'entraînes à parler d'argent alors que tu n'en as jamais parlé d'argent jusqu'ici. Et puis, 3, surtout, tu trouves un peu ta technique de négo. Parce qu'on a tous des personnalités différentes avec nos singularités, nos peurs, nos craintes, nos histoires personnelles, les trucs sur lesquels on est à l'aise, d'autres qu'on n'est pas à l'aise, etc. Et l'idée de te confronter à ce jeu-là alors qu'il n'y a pas d'enjeu, c'est de te faire voilà, des entraînements un peu comme le bac blanc ou le permis blanc, etc. Et tu apprends un peu ta manière de négocier, voilà, tu muscles un peu ce muscle-là et puis ça te permet, d'avoir ta valeur sur le marché et de t'entraîner. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop bavarde. Mais non, c'est super intéressant et je vois des gens qui justement disent Mazel Tov et que du coup il y a des éclairages qui sont arrivés je pense au cours et c'est plein d'astuces mais tu montres bien qu'avec ta méthode du faisceau d'indices on peut pas aller sur un endroit et se dire je vais trouver le chiffre exact où je serai 100% légitime à dire que parce que c'est exactement le chiffre qui me colle au front. Non, on a une fourchette qu'on va affiner progressivement et aussi ce que tu mets en avant c'est d'oser
se dire que bah, les entreprises, les entretiens, c'est un peu buffet à volonté. On n'est pas obligé de faire entrée, plat, service dans l'ordre. Exactement. Quand on cherche de nouvelles opportunités professionnelles, on peut tout à fait faire un entretien sans se dire bah, je vais signer un nouveau CDI forcément au bout avec la personne, mais juste pour prendre la température du marché, de sa valeur et comment ça évolue. Donc, top. Exactement. Enfin, tout à fait d'accord. Tout pareil, tout pareil. Ça marche. Merci pour ces tips. Insaf, Héloïse, je t'embête de nouveau. Ok, on a parlé du moment présent, de se remettre dedans, etc. Mais il y a une autre chose qui fait peur, c'est aussi penser à l'avenir, planifier pour plus tard. On a parlé un petit peu de la retraite, on a parlé un peu aussi du fait de pas se laisser déborder. Mais du coup, c'est quoi les premières étapes simples qu'on peut mettre si on veut peut-être léguer quelque chose à nos enfants, peut-être s'assurer de ne pas s'appauvrir une fois qu'on passe à la retraite. J'ai entendu un chiffre, alors je ne sais pas s'il est juste, mais que quand on passe à la retraite, on perd 40% à peu près de ses revenus. Donc, forcément, comment on prépare un peu l'avenir? Ouais, non, le chiffre, je pense, c'est plutôt que quand on part à la retraite, en fait, c'est que la retraite des femmes est inférieure de 40% à la retraite des hommes. Ah, d'accord. Une fois que tu intègres ce qu'on appelle les pensions de réversion, c'est-à-dire la part de retraite que tu touches de ton mari ou de ta femme maintenant, puisque ça marche, les couples de même sexe peuvent se marier, qui est décédé, et donc tu as droit à une part de sa retraite, et ça augmente ta pension, mais cette part de retraite, elle est beaucoup moins élevée, et donc voilà, les femmes touchent encore aujourd'hui 40% de retraite en moins que les hommes. Et alors surtout, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que ce chiffre, il est terrible, mais on peut se dire non, mais ça va maintenant, on est quand même presque tout active, ça va s'arranger. Non, en fait, alors il y a une économiste qui a dit que cet écart ne serait pas résorbé avant, je crois, 2063, quelque chose comme ça. Je sais que c'est quelque chose dans les années 2060. Donc ça veut dire que ça ne sera pas On est résorbé là-dedans. limite de notre vivant aux unes et aux autres. Donc il faut se prendre en main, et effectivement qu'il faut essayer de faire en sorte que ce soit le moins douloureux possible. Alors la première chose, c'est que évidemment dans ces cas-là, tu fais vachement gaffe à tes cotisations. Mm. Check ta paye. Cotiser, c'est vraiment important. Je pense surtout, notamment, à toutes les personnes qui se mettent à leur compte et qui déclarent pas toutes leurs heures, ou euh, qui essayent de se verser un salaire, une rémunération très faible, et de plutôt se verser des dividendes, etc. Bah oui, mais un dividende ne te donne pas droit à cotisation. Donc, c'est quand même des choses qu'il faut garder en tête. Donc, la première, c'est de cotiser, et donc, idéalement, de cotiser sur un bon salaire aussi, et donc de faire appel au conseil d'INSAF, en tout cas, de les appliquer pour avoir une rémunération qui soit la moins mauvaise possible, même la meilleure possible. Et puis, la deuxième chose, c'est de se dire, en fait, je vais essayer de pas cramer mon argent bêtement. Alors, pour moi, il y a quelque chose, un levier qui va vous paraître probablement un peu basique, mais qui est vraiment le levier le plus efficace, si on peut le faire, c'est d'acheter sa maison. Vraiment, parce que oui, les taux d'intérêt sont élevés. Oui, quand tu rembourses une mensualité de 1 000 € en ce moment, tu as plutôt quelque chose de l'ordre de 600 € d'intérêt au début et 400 € de capital. Rembourser tous les mois, c'est au début du crédit. Plus tu avances dans le remboursement de ton crédit, plus tu rembourses de capital et moins tu rembourses d'intérêt. Mais entre rembourser 1 000 € de crédit et 1 000 € et payer 1 000 € de loyer, tu as quand même un différentiel de 400 € de capital remboursé, et surtout le fait d'acheter ta maison. Même si c'est pas une grosse maison, et même si c'est pas un truc de foufou, fait que tu vas avoir une dépense en moins plus tard. Donc tu améliores ton train de vie futur, en fait. Quant à la deuxième chose, qui consiste à céder, à transmettre des choses à ses enfants, là-dessus, moi j'ai plutôt envie de vous inciter toutes à la plus grande vigilance et à la plus grande prudence.
Je m'explique. On voit beaucoup, beaucoup, beaucoup de mères qui ont, et c'est normal, t'as envie que tes enfants soient à l'abri, t'as envie de les aider, t'as envie de leur donner un coup de main, mais on voit énormément de mères qui alimentent des comptes épargne pour leurs enfants. Ces comptes épargne, quand il y a malheureusement une séparation ou une situation tendue avec le père de leurs enfants, ce sont des outils de violence économique. Parce que quand elles ont une galère, typiquement séparation un peu rapide, il faut prendre un appartement, il faut payer une caution, etc., elles ont oublié ou elles ont négligé d'épargner pour elles-mêmes parce qu'elles ont privilégié les comptes de leurs enfants. Elles ne peuvent pas utiliser l'argent de ces comptes. Soit elles ne peuvent pas du tout l'utiliser, soit elles ne peuvent pas l'utiliser sans l'avis du père de leurs enfants et Ouais. l'autorisation du père de leurs enfants. Euh, Bah voilà, il y a beaucoup de situations dans lesquelles un homme qui est plutôt dans la position de subir une séparation va pas en plus avoir envie de faciliter les choses à sa compagne ou à sa femme. Et donc, ça devient vraiment un instrument de violence économique. C'est dommage parce que bah, typiquement, si tu avais ouvert un compte à ton nom en te disant, OK, c'est pour mon fils ou pour ma fille, c'est pour ses études, mais ça serait un compte à ton nom et tu pourrais en disposer très facilement toi-même. Donc, la première chose que j'ai envie de dire vraiment, c'est vos enfants n'ont pas besoin d'être riches. Vos enfants n'ont pas besoin d'avoir des SCI, n'ont pas besoin d'être nus propriétaires de votre maison. Il faut que le plus longtemps possible, vous puissiez garder la main sur ce que vous avez, l'épargne quotidienne, l'épargne de précaution, l'immobilier. Il y a beaucoup de gens qui donnent la nue propriété de leur maison à leurs enfants, mais quand ils veulent la vendre, ils sont obligés de demander l'autorisation de leurs enfants. Ouais. Donc oui, ça coûte moins cher sur le plan fiscal, mais il y a un seuil en dessous duquel il ne faut pas donner à ses enfants. Voilà, il faut penser à soi. Et moi, je donne beaucoup ce message qui peut en irriter certains ou certaines de en fait, les filles, il faut qu'on apprenne à être égoïste. Les enfants, vous les élevez, vous leur faites faire leurs devoirs, vous les nourrissez, vous allez faire des foot avec eux le week-end, vous écoutez leur chagrin quand ils vont pas bien, vous faites leur machine pendant un certain nombre d'années, le moins longtemps possible, j'espère. Enfin, vous êtes là, hein, globalement. Je veux pas faire cette scène de Maria Pacôme qui est un peu datée dans le film La Crise, mais qui est extraordinaire, voilà, qui dit bah, moi, pendant 40 ans, je vous ai torché, nourri, câliné, etc. Maintenant, je m'occupe de moi. Mais en fait, il faut s'occuper de soi aussi, même quand les enfants sont petits, et il faut privilégier son épargne à l'épargne de ses enfants et son patrimoine au patrimoine de ses enfants. Après, il arrive un âge où si tu as suffisamment mis d'argent de côté, si tu as un beau patrimoine immobilier, si tu es suffisamment à l'aise, si ta retraite est baquée, que tu sais que tu vas avoir des... Bah, là, tu peux aller chez le notaire et tu peux réfléchir. Mais d'abord, tu penses à ta gueule, sans vouloir... voilà, c'est très, très, très important. Et ça, il y a malheureusement beaucoup de femmes qui l'oublient. Et ce faisant, elles prennent des risques très très élevé, très très important. Et donc là-dessus, vraiment, je vous encourage toutes à la plus grande vigilance en fait. Ça marche. Et ça doit être détaillé, j'imagine, dans ton bouquin, parce qu'il y a Chloé qui nous dit j'ai fermé les comptes de mes enfants et j'ai tout mis sur les miens après avoir lu Aucune citoyenne. Bravo Chloé, bonne idée, super. Bravo. Allez lire. Vraiment, je pense que ça va vous donner vraiment des méthodes. Ça va vous permettre aussi de comprendre parce que forcément, vous expliquez le tenant, les aboutissants. Et donc, comme je crois que c'est Maëva qui disait ça une fois, elle dit donner ses données, reprendre ses volets. Et souvent, même sans avoir eu de séparation ou quoi, des fois, on peut se retrouver un peu dans une galère financière et se dire bon, ben, je vais aller récupérer les sous que j'ai mis en épargne chez mes enfants. Et puis la banque, elle te dit non, non, c'est pas ton argent en fait, c'est celui de ton enfant. Donc, tu n'y as pas accès. Donc, vraiment un conseil plein de bon sens. On peut donner à ses enfants quand on veut, mais effectivement, bah, c'est comme le masque à oxygène dans l'avion. D'abord avoir le sien avant d'en mettre un aux autres. Mille merci Héloïse pour ces conseils plein de bon sens. Je ne sais pas si tu avais quelque chose d'autre à ajouter sur l'avenir. Non, les 2 points. Donc,
faites attention. Essayez d'avoir un patrimoine, donc au moins de détenir votre maison. Si ça doit être un axe à poser pour son avenir, bah, c'est ça, pour éviter en fait d'avoir encore un loyer à payer pour ses vieux jours. Et le deuxième, bah, de penser d'abord à soi, de se mettre en sécurité soi d'abord, avant de s'occuper, on va dire, de mettre des sous pour des enfants qui s'en préoccupent même pas, ils ne connaissent pas forcément la valeur de l'argent encore à ce stade. Et ça ne fait pas de vous de moins bonne maman, rassurez-vous. Merci d'ajouter ça. Ouais, ça ne fait pas de vous des mauvaises mères. C'est très important de le rajouter. Ouais, Ça ouais. marche. Alors, il y a une question intéressante dans le live qui demande le livre pour les Antilles. J'ai pas précisé, on n'a pas encore précisé. Où est-ce qu'on peut se procurer votre bouquin, les filles? Partout, évidemment. Tu peux, ah oui, oui, tu peux te le procurer partout. Bah, déjà, je pense que la première chose, c'est la Fnac. Et puis, les Antilles, je pense qu'Amazon livre aux Antilles. Donc, je sais qu'Amazon, bon, bah voilà, c'est pas un libraire indépendant. Mais en tout cas, premier réflexe, allez dans votre librairie de quartier que vous aimez bien, dans laquelle vous avez l'habitude d'acheter. Et là, s'il est disponible, tant mieux. Sinon, vous le commandez. C'est pas grave si vous attendez 2 jours. Parce que maintenant, les libraires ils fonctionnent comme ça. Et sinon, si vous voulez aller droit au but et que vous voulez pas aller à la librairie de quartier, Fnac.fr ou Amazon. Amazon, il livre absolument partout. Et là, vous êtes sûr de l'avoir. Oui, c'est ça. En plus, je pense qu'il doit y avoir des Cultura ou des choses comme ça. C'est un livre qu'on trouve dans toutes les librairies standards. Donc, je pense que tu vas pas avoir de difficulté à le trouver. Voilà, à Cultura, je suis sûre que tu vas le trouver. Il y a vraiment pas de souci. Génial. Insaf, une dernière question juste pour toi. Après, j'aurai des questions pour vous deux. Par contre, n'hésitez pas à me dire, parce qu'en termes de timing, on a complètement débordé. Je pense qu'on est un peu plus bavarde que prévu. Donc, on va peut-être essayer d'accélérer sur la fin. Parce que j'imagine qu'on a encore une journée qui a été longue de chaque côté. Donc, ma question, c'est que, en tout cas, au niveau de la négociation de salaire, mais plus loin que la négociation de salaire, le livre, il s'adresse aussi bien aux salariés qu'aux entrepreneurs et tu donnes aussi des conseils pour négocier ses tarifs. Est-ce qu'au fond, c'est la même chose de négocier ses tarifs quand on est indépendant que de négocier son salaire? Ben, j'ai envie de te dire same, but different. Ok. C'est ce que je dis toujours. En fait, oui, sur le principe, il y a un tronc commun qui est le même. Ça, c'est certain. La négociation d'un revenu, il y a un tronc commun qui est pareil. Après, il y a des spécificités pour chaque statut. Et la spécificité pour le statut des indépendantes, des entrepreneurs, des freelances, des personnes qui sont libérales, c'est qu'il faut absolument s'assurer que vos tarifs sont alignés avec la valeur de votre prestation, mais aussi avec une stratégie plus globale. Parce que votre stratégie, c'est à quelle cible on s'adresse, quelle est la politique tarifaire qu'on met en place, et aussi quel tarif je mets en place parce que j'ai envie de me verser. Voilà, pardon. Quel tarif je mets en place pour quelle rémunération? Parce que comme le disait tout à l'heure Héloïse, est-ce que tu te verses des dividendes ou tu te verses un salaire? Il y a ces deux choses différentes. Et puis, si tu es vraiment là-bas, on débute dès le début avec l'auto-entrepreneuse, par exemple. Hein, si tu es auto-entrepreneur, bah, quel salaire tu veux te verser? Tu veux toucher 2 000 € ou tu veux 5 000 €? Tu veux combien? Et c'est en fonction de ça aussi que tu vas mettre en place un tarif. Parce que si tu veux avoir 5 000 € par mois, bah, à moins de faire un volume incroyable de prestations, en réalité, il faut avoir des prix élevés. Donc voilà, il y a plein de petites spécificités comme ça pour les entrepreneurs, les indépendantes, les personnes qui sont à leur compte, pour pouvoir les aider à mettre en place une politique tarifaire qui est la plus alignée avec leurs objectifs de carrière et ce qu'ils veulent, leur rêve d'entreprise, quoi. Ça marche. Merci Insaf. En tout cas, si vous êtes indé, ne vous dites pas que c'est trop tard pour moi. Ce livre, de toute façon, vous avez tous les conseils d'Héloïse qui s'appliquent vraiment pour le patrimoine, pour la vie de tous les jours, pour le budget. Mais vous avez aussi les conseils de négociation avec vraiment des sections spécifiques pour les personnes qui sont en train de négocier leurs tarifs avec justement des échanges avec les clients. Qui peuvent être un peu coriaces pour les négociations tarifaires et qui n'ont rien à envier aux patrons un peu en retard parfois. Donc, vraiment, je vous le recommande. Je vais rester sur une dernière question que j'adresse un petit peu à vous deux. C'est vraiment de dire que derrière la réussite aussi financière d'une femme, il y a aussi, on est dans une société qui est très patriarcale.
Et du coup, on a aussi, nous, en tant que nana, des fois la crainte de se dire que si je commence à gagner plus que mon conjoint, donc ça s'applique plus dans les couples hétérosexuels, mais plus que mon conjoint, bah, je risque de mettre à mal un certain équilibre, une façon de faire. On a tous entendu parler de ceux qui refilent la carte bleue aux copains au resto pour pas qu'on sache que c'est elles qui ont payé ou des choses comme ça. Est-ce que tu penses, ou vous pensez que bah, c'est un blocage qui existe encore, qui existe et qui est réel, et comment on peut lutter contre, et est-ce que ça nous empêche bah, d'aller chercher notre juste salaire, d'aller chercher ou d'aller asseoir aussi un vrai patrimoine financier, une bonne gestion financière, et on s'auto-saboterait peut-être un peu pour pas risquer de mettre en péril notre couple? Moi, j'ai une réponse par rapport à ça. Juste avant, pour parfaire ce qu'on disait tout à l'heure, en plus pour les indépendantes, dans Haute Citoyenne, on a les conseils de Noah Delafi, qui est une machine de guerre pour la vente, et de Estelle B, qui est the lawyer des indés. Donc franchement, allez-y les yeux fermés. Ça, c'est, bon, je les ai cités, c'est bon. Moi, j'ai juste envie de dire un truc par rapport à ta question. Est-ce que finalement, gagner de l'argent, c'est pas une manière de se tirer une balle dans le pied si on a envie d'être heureuse en couple? C'est un peu ça l'idée de la question. C'est ça. Moi, j'ai envie de vous dire, mesdames, vous tirez une balle dans le pied. Enfin, c'est pas le fait d'avoir de l'argent qui fait que vous allez vous tirer une balle dans le pied. C'est le fait d'être avec la mauvaise personne et avec une personne toxique. C'est juste ça. Donc, est-ce que l'argent, finalement, c'est l'ami ou l'ennemi des femmes qui veulent être heureuses en couple? Moi, j'ai envie de te dire que c'est plutôt l'ami. Parce qu'une femme indépendante financièrement, quand elle est avec son mari ou sa compagne, ou peu importe, en tout cas la personne qui partage sa vie, elle sait qu'elle est avec elle par choix. Parce que si demain, il lui casse les pieds, elle prend son baluchon et elle part. Elle ne reste pas par obligation. Tu sais, ma mère, elle m'a dit une fois deux choses dans ma vie qui me sont restées mais marquées en tête. Elle m'a dit, Insaf, ne choisis jamais un homme par rapport à l'argent parce qu'il n'y a rien de plus dégueulasse de se lever dans un lit à côté de quelqu'un que tu n'aimes pas. Elle m'a dit ça. Et par rapport à l'indépendance financière, elle m'a dit, Insaf, il n'y a rien de plus humiliant dans sa vie qu'aller tendre sa main pour demander à quelqu'un, à ton mari, des sous pour t'acheter une robe. Et donc, en fait, votre indépendance financière, peut-être qu'au départ, surtout avec tout le brouhaha qu'on a, surtout en ce moment avec un regain des genres, il y a une espèce de, j'avais vu qu'il y Des avait mâles un alpha. mouvement, voilà, des mâles alpha. Bon, déjà, eux, ça fait longtemps qu'ils sont là, ils nous ont déjà bien mis dans la merde, j'ai envie de te dire. Mais tu sais, sur TikTok, il y a cette espèce de tendance des femmes, des housewives Ah oui, les qui sont là. tradwives, là. Voilà, exactement. Et en fait, moi, j'ai envie de vous dire, bah, je comprends que voilà, dans toute époque, toute période, il y a toujours des relents de conservatisme qui veulent essayer de ramener les femmes à la maison, ramener les femmes à la cuisine. Votre plus grande richesse, c'est votre indépendance. Et votre indépendance émotionnelle, votre indépendance financière aussi, tout ça, c'est lié. Donc, ne remettez jamais votre indépendance dans les mains de quelqu'un. Ne soyez jamais dépendante de qui que ce soit. Soyez toujours indépendante. Je fais court parce que je sais que c'est tard. Sinon, je pourrais être lancée pendant longtemps. Ça marche. Et moi, j'ajoute que en fait, ça devrait pas être considéré comme un frein ou comme une situation compliquée pour un mec ou pour une nana avec qui on partage nos jours. En fait, le fait de vivre avec quelqu'un qui gagne plus d'argent que toi, ça devrait au contraire être perçu comme quelque chose de très rassurant. Parce que ben voilà, tu restes pas pour l'argent, tu restes parce que tu as envie de rester. Et donc et à l'inverse, ça veut dire que la personne avec laquelle on vit a pas d'obligation morale de rester avec nous pour subvenir à nos besoins. C'est quelque chose qui fait qu'on sépare complètement le côté financier du côté affectif. Donc c'est plutôt rassurant. Et dans tous les cas, je pense que de la même façon qu'on ne devrait pas avoir à se censurer à cause d'un homme ou d'une femme parfois sur ce qu'on dit, la manière dont on vit, etc. On ne devrait pas avoir à se censurer à cause d'un homme sur ce qu'on gagne. C'est pas possible. C'est no way. Et mesdames aussi, pour les jeunes filles qui nous écoutent, si vous êtes avec un mec qui est pas bien parce que vous gagnez plus d'argent que lui, dites-vous que peut-être sa seule raison de se dire, sa seule possibilité pour lui, il est tellement mal dans sa peau que sa seule possibilité pour lui, c'est de se dire, une femme ne peut rester avec moi que si elle est dépendante de moi. Et donc, dépendante financière, c'est une dépendance. Et donc, vraiment, si votre mec vous dit, ouais, mais tu comprends, tu gagnes plus que moi, et du coup, je suis mal à l'aise parce que voilà, ça me gêne dans ma virilité, etc. En fait,
c'est pas vous le problème, c'est lui. Donc, Mm. prenez votre jambe à votre cou et barrez-vous parce que des mecs, il y en a partout et à tout âge. Donc, il y en aura tout le temps. Si vous voulez un mec, vous claquez des doigts, vous en avez deux mains. Donc, prenez-en un bien. Ne vous baladez pas avec un boulet au pied. Ça marche. Je pense qu'on peut rien ajouter à cette punchline d'INSAF. On drop the bike. Ça déchire. Merci beaucoup, INSAF. Je rappelle quand même que du coup, votre livre, c'est un vrai guide pratique. Il y a plein d'exercices, des mises en situation. Vous l'imaginez dans quel usage, moi, demain, je me procure ou je gagne ce joli petit bouquin. Qu'est-ce que je fais? Comment je l'utilise? Pour quel usage je le fais? Bah, la réponse, c'est que tu vas piocher les réponses sur les sujets sur lesquels tu te poses des questions. En fait, on a beaucoup réfléchi avec INSAF à la façon dont on voulait écrire ce bouquin et le concevoir. Et on a essayé de le faire comme un livre qui se picore, en fait. C'est un bouquin pratique. C'est pas un roman que tu lis de la page 2 à la page 360. L'idée, c'est vraiment de pouvoir aller chercher ce que tu veux et ce dont tu as besoin, ou de temps en temps, de le regarder, de l'ouvrir, de lire 3 encadrés et de se dire ah tiens ça je savais pas, ah bah tiens ça j'y avais pas pensé, et de progressivement apprendre 2 ou 3 choses. L'idée c'est pas de le lire religieusement de la première ligne jusqu'à la dernière. On n'a pas eu cette ambition-là parce qu'on sait aussi que le temps des femmes est compté, que leur attention est parfois happée par des tas d'autres choses plus ou moins sympas, mais parfois plus, et que faut quand même dire quelque chose. C'est très important de parler d'argent, c'est très important de penser à son argent, mais en vrai, on préfère tous lire des biographies de chanteurs morts et aller au cinoche et dîner avec des copains, hein, franchement, ou faire des foot avec nos enfants. Enfin, donc on s'est dit, on va pas écrire une Bible, en fait. On va écrire quelque chose de. Enfin, non, la Bible, c'est pas un bon exemple parce que On t'a perdu, On Héloïse. t'a perdu au niveau du son. vous m'entendez là? Recevoir un appel. Ouais, c'est Ouais. bon. On peut l'utiliser morceau par morceau, mais on a eu envie d'écrire quelque chose justement qui se picore et qui s'utilise comme ça à tous les âges et au moment où on en a besoin. Génial. Et moi, Awa, comme tu me connais, je suis ambitieuse puisque j'ai pris l'ambition en intraveineuse quand j'étais petite. Et j'ai dit à Héloïse, moi, je veux vraiment qu'on écrive un bouquin de référence. Mon rêve, c'est que ce bouquin, il se passe de mère en fille, de sœur en sœur, et qu'il puisse être utile aux femmes à n'importe quel stade de leur vie, qu'importe leur tranche de vie. Tu viens d'avoir un enfant, tu viens de te marier, ton conjoint ou ta conjointe est décédé. Enfin voilà, toutes les belles et les mauvaises choses qui se passent dans la vie d'une femme, en fait, quelque part, on y a réponse dans ce bouquin-là parce que ça vous accompagne. Et voilà, et moi je me disais, et j'ai beaucoup pensé à ma fille, j'étais enceinte quand j'ai écrit ce bouquin, j'ai beaucoup pensé à ma fille et je me suis dit, qu'est-ce que je peux lui transmettre si un jour je ne suis plus là? Et en fait, je lui ai transmis tout ce que j'avais. Et donc, voilà. Et du coup, c'est la période bientôt des cadeaux de Noël. Donc, si vous voulez mettre des choses sous le sapin, pensez-y. Je pense que vous allez faire plein de heureuses avec ce livre. Alors, je vous propose juste chacune un petit mot de la fin. C'est quoi le conseil le plus précieux que vous auriez à partager à une femme qui a assisté à ce live et avec lequel vous aimeriez qu'elle repartage? Et si vous pouvez juste ajouter comment est-ce qu'on peut vous contacter, comment, s'il y a peut-être des questions supplémentaires, parce que malheureusement avec le timing qu'on a, ça va être compliqué de prendre des questions supplémentaires. Comment est-ce qu'on peut vous contacter, par exemple toi Héloïse, assister à tes ateliers, etc. Allez, je commence. Moi, je dis, n'ayez pas peur de revendiquer vos droits économiques, en fait. Ça veut dire, n'ayez pas peur de demander le salaire que vous avez, auquel vous pouvez prétendre, même si les chiffres j'ai pas pu le dire tout à l'heure, ça, mais les chiffres sur les biais de genre, ils sont forts et
les femmes qui demandent une augmentation ont moins de chances de l'obtenir que les hommes. Donc, c'est pas uniquement une question de demande. Donc, demandez, réclamez votre salaire, réclamez des explications quand on essaye de placer votre argent ou de vous faire vous faire signer des papiers qui ne vous conviennent pas. Revendiquez vos droits économiques et ne signez pas en bas d'un papier que vous n'avez pas envie de signer. Ça, c'est valable. Je pense que tu seras pas la dernière sur ce terrain-là. Je lis toujours tes posts qui disent ne signez jamais votre solde de tout compte le premier jour, faites-le vérifier, etc. Ne signez pas aveuglément les choses sans comprendre ce que vous faites et revendiquer. On a le droit de pas demander les choses gentiment parce que s'il faut montrer les dents, on monte les dents, c'est pas grave. L'important, c'est d'obtenir ce qu'on veut. Voilà, c'était un peu long, désolée. Et pour me contacter, oseille.et.compagnie, le compte Instagram. J'ai un site internet www.oseilleetcompagnie.com sur lequel on peut acheter les prochains ateliers. Je précise que je fais une session en live, en présentiel à Paris le 2 décembre. Toute une journée, un bootcamp. Et voilà. Et puis après, vous me trouvez facilement. Salut. Ça marche. Merci beaucoup, Héloïse. Insaf, à toi la parole. C'est quoi ton dernier conseil? Alors, mon dernier conseil, ça serait de vous dire, les filles, s'il vous plaît, n'abandonnez pas votre pouvoir financier à qui que ce soit. Allez vérifier, regarder, réclamer, etc. Ça, c'est mon premier conseil. Vraiment, s'il faut partir avec un conseil, c'est celui-ci. Et le deuxième conseil avec lequel, en général, l'un va de pair à l'autre, c'est défendez vos intérêts. Personne n'a à cœur vos intérêts autant que vous. Défendez vos intérêts. Et même si ça veut dire être déplaire de temps en temps, il faut défendre vos intérêts. Parce que votre rémunération d'aujourd'hui, c'est l'héritage de vos enfants demain. C'est le patrimoine que vous allez vous constituer. Et donc, tout ce qui est, si vous aimez vraiment vos enfants, comme vous dites que vous les aimez, négociez votre rémunération, obtenez la meilleure rémunération possible pour pouvoir leur léguer quelque chose à la fin. Donc voilà, ça c'est pour mes conseils. J'en ai plein d'autres et je vais me retenir de les dire parce que je suis une grosse pipelette et qu'il est déjà 22h23 et Kawa n'en peut plus de sa journée, la pauvre, et moi non plus. Donc je dirais que vous pouvez retrouver tous mes conseils sur mon compte Instagram, @majustevaleur. Évidemment, je vous invite très fortement à écouter mon podcast, surtout la première saison, parce que je partage plein de techniques de négociation. Ensuite, vous pouvez me retrouver sur www.majustevaleur.com. Évidemment, j'ai des formations en ligne, des sessions de coaching, des guides de négo, de renégo pour indépendantes et pour salariés. Bref, allez sur www.majustevaleur.com, faites-y votre marché et surtout, que ce soit moi, que ce soit Awa, que ce soit quelqu'un d'autre, il y a plein de femmes aujourd'hui qui donnent des conseils de négo de rémunération. Allez voir celle avec laquelle vous raisonnez le plus, mais surtout, faites-vous accompagner parce que la négo, c'est comme le vélo, ça s'apprend, d'accord? Mais aussi, ça s'apprend bien. Donc, faites attention, apprenez à négocier et construisez-vous votre patrimoine et allons niquer le patriarcat. Voilà. Ça marche. Je pense que Insaf a le don pour les punchlines. Vraiment, j'ai passé un super moment avec vous les filles. Merci à tous ceux qui nous ont suivis en live. Vous avez été super nombreux, super actifs dans le chat. Et bien, écoutez, go, allez chercher votre juste valeur. Go, allez revendiquer votre pouvoir financier, vos droits économiques, comme dit Héloïse. Et du coup, j'ai vu dans le chat qu'il y en a déjà plein pendant notre live qui sont allés se procurer le bouquin. Il y en a qui ont dit, Emery qui l'a dit, je vais l'offrir à ma sista. Offrez-les à vos sœurs, à vos mères, à vos copines. Et venez nous en reparler. Merci Petit Sam qui nous dit que le live a été super riche en conseils et qui vous remercie beaucoup. Excellent. Moi, j'ai juste envie de dire un dernier truc. Je suis désolée pour le début. Ma fille voulait pas dormir. Mon mari était occupé avec le premier. Mais en tout cas, je voudrais te remercier, Awa, parce que voilà, c'est ça aussi la sororité. C'est savoir faire preuve de flexibilité. Donc, merci. Oui, elle a rajouté un petit peu de piment à notre live, c'était trop cool. Bon, merci de ton accueil, Awa, et merci à toutes. Bonsoir. Bonsoir, des bisous. Bonne vibe. Salut. Bonne soirée. Bonne soirée. Bye bye. Ciao. Ciao.